Bonsoir à toutes et à tous. Ah ben, un petit peu moins vite, pardon, s'il vous plaît. Je n'ai pas fait clic encore. Moi, je vais un peu bizarrement, je ne sais pas si c'est le cas, mais vous parlez plutôt de sol avec des pH élevés, alors qu'on a jusqu'à maintenant plutôt parlé de sol avec des pH relativement bas. Donc l'intitulé a été présenté, hein, on travaille sur ces sols qui représentent quand même des surfaces conséquentes sur notre périmètre, une problématique liée au phosphore, hein. Clic. Donc, avant de rentrer plutôt dans l'expérimentation, quelques éléments de contexte. Bon, je pense que vous connaissez, mais ça me paraît quand même utile de le représenter. Sur notre zone d'activité qui est Grand Est, sur le territoire de la coopérative Vivesia, les terres de craie là, représentent des surfaces quand même assez conséquentes. Elles sont caractérisées par des pH élevés qui sont bien supérieurs à 8, des teneurs en carbonate très élevées, et on a donc des sols qui ont un fort pouvoir fixateur vis-à-vis du phosphore. Sur notre périmètre, on a, comme dans le reste de la France, et c'est pas mieux ou moins bien, on a une baisse de consommation forte des engrais minéraux sur les 10 dernières années. C'est illustré par la présentation en bas, là, accès Champagne-Ardenne. Et on a maintenant un certain nombre de situations où les apports réalisés ne couvrent même plus l'exportation des cultures. Dernier élément de contexte, la baisse des teneurs en phosphore dans les analyses de terre. Ça arrive aussi très fréquemment sur notre périmètre. Sur les 10 dernières années, on a une baisse en P2O5 Olsen de 12% des teneurs, alors qu'on a une relative stabilité pour les teneurs en K2O. Donc ces trois éléments associés nous conduisent à mettre en place une expérimentation pour refaire le point sur ce dossier du phosphore en craie. Diapo suivante. Donc les éléments de présentation sur l'expérimentation, donc là on est en micro-parcelle. Alors c'est de la micro-parcelle, pas micro-micro, hein. C'est 6 mètres de large sur 14 mètres de long. Bon, c'est pas très long, hein, mais 4 répétitions. Mais c'est suffisamment large parce qu'avec le travail de l'agriculteur, on peut quand même avoir un petit peu de déplacement des éléments et ça nous permet de valoriser la partie centrale qui, elle, n'a pas trop subi de pression des phénomènes de bordure. Donc voilà. Pourquoi on travaille ce dossier-là aussi? Parce que dans les charges opérationnelles, la fertilisation en général, ça pèse quand même très très lourd, hein, dans les charges opérationnelles. Et l'objectif, c'est justement de montrer quel peut être l'impact de cette fertilisation, mais sur plusieurs cultures d'une rotation type en Champagne. On s'est appuyé pour ça sur deux sites avec une clé de construction qui est un peu différente. Un premier site qui est dans l'Aube, à Mézières-la-Grande-Paroisse, à côté pas très très loin de Romilly-sur-Seine. Donc c'est un site où on a une expérimentation sur 9 années. Et la clé d'entrée, c'est un travail sur l'exportation des cultures. Donc on a plusieurs comparaisons de doses. Hein, vous voyez du P1K1, du P1K3, etc. Le P1K1 correspond en fait à l'exportation des différentes cultures qui sont succédées sur les 9 années pour ce site. Sur le deuxième site, qui est situé dans les Ardennes, on a une expé également sur 9 années. Et là, on est sur une construction différente. On est sur une construction où on travaille sur les doses de l'analyse de terre. Et on va avoir une comparaison des doses de P, des doses de K et de la somme des deux. Alors j'ai regardé en même temps sur la droite, on a des témoins récurrents sur ces deux sites. Donc vous avez une illustration justement en photo en bas du site de Mézières avec ses teneurs en P2O5 en et K2O. Donc vous voyez qu'en P2O5 c'est faible, K2O c'est plutôt une valeur moyenne. Ça c'est une illustration d'une photo d'une céréale d'hiver où vous avez à droite le témoin puis à gauche la conduite avec apport. Et puis plus la photo sur la droite où vous avez des betteraves sur l'autre site là à seuil. Donc là, on a vraiment les teneurs en P2O5 Holstein qui sont vraiment très 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 basses. Bon, K2O c'est bas aussi, mais c'est vraiment très 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 bas en P2O5 Holstein.
Donc voilà pour illustrer cette expérimentation. Diapo suivante. Ah non, ça c'est pas moi, hein, mais on a perdu le diaporama. Voilà. Donc sur le site de Mézières, vous avez en dessous les différentes cultures qui se sont succédées. On a beaucoup de cultures d'automne, hein, été ou automne, colza, céréales d'hiver, avec une betterave en 2013. Voilà pour ce premier site. Diapo suivante. Voilà. Ensuite, j'ai exprimé pour ce site-là les gains de rendement par culture comparés justement au témoin qui n'a pas eu d'engrais. Donc en haut à gauche, vous avez les rendements en blé et en bas à droite, les rendements en orge d'hiver. Alors tout ça, c'est des céréales d'hiver avec des résultats peu différents, hein. On voit quand même un fort effet fertilisation, hein. On est en blé autour de 14-15 quintaux de gains de rendement, et en orge d'hiver un petit peu plus. Mais un fort effet phosphore. Vous voyez la conduite P3K1 par exemple, qui systématiquement dans les deux cas est supérieure au P1K1, ce qui n'est pas le cas en P1K3. Le poids de la potasse est plus limité. Alors, petite précision quand même sur cette diapo-là, pour les orges d'hiver en particulier, on a eu en 2012 une année avec du gel et on a eu des écarts énormes entre une conduite avec et sans engrais qui est monté jusqu'à 40 quintaux sur cette année-là. On a eu 3 années de comment d'orge d'hiver et on a eu une année où ça a eu un écart très très fort. Diapo suivante. Ensuite, l'effet sur les têtes de rotation en colza. Donc vous voyez, c'est toujours le même principe de présentation. En colza, on a des forts gains de rendement autour de 10 quintaux, hein, avec à nouveau un fort poids du phosphore. Et en betterave, on a un fort poids du phosphore aussi, mais on a un effet dose qui est assez marqué, hein. Et on le retrouvait aussi sur les différentes cultures. La majoration des doses est plutôt un petit peu au-dessus en termes de potentiel, hein, en particulier quand on majore la dose de phosphore. Diapo suivante. Alors, par rapport, alors voilà, il y a la petite question sur les analyses de terre là, que je vois en bas à droite qui est posée, donc je fais la réponse en même temps. Les analyses de terre sur site, vous les avez avec évolution dans le temps sur la gauche là. Ce que l'on voit en fonction des conduites, c'est qu'on a une baisse continue dans les témoins. Bon, ça c'est logique, les témoins qui n'ont pas d'engrais. Sur les conduites avec simplement l'exportation des cultures, on arrive à stabiliser par rapport à la teneur initiale. Euh, donc voilà, on a par contre sur la conduite P3, K3 une évolution forte des teneurs, enfin plus forte des teneurs, ce qui est logique, hein. On a la même chose en potasse en dessous, avec une stabilisation des valeurs pour les exportations des cultures et une évolution à la hausse pour les apports plus conséquents. Les produits qui sont apportés sur ces conduites-là, j'aurais pu le dire effectivement, là on est sur des minéraux, phosphore, superphosphate, potasse, chlorure de potasse. Diapo suivante. Sur le site de Mézières, je termine la présentation de ce site par des résultats économiques, hein, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même un investissement assez fort. Donc les deux premières conduites sont les conduites qui ressortent le mieux en termes de résultats économiques. Alors c'est ce que j'ai appelé ici gain net, c'est-à-dire le produit brut de chaque modalité, moins les charges engrais sur les différentes cultures qui se sont succédées. Donc ces deux premières conduites ressortent avec un gain net quand même assez important, hein, 120 euros par hectare et par an. Hein, chaque année, on a cet effet bénéfique-là, avec un poids assez fort du P3K1 par rapport à un P1K3. Donc le poids du phosphore est effectivement conséquent. Diapo suivante. Alors le deuxième site dans les Ardennes, vous voyez aussi la succession des cultures. On a aussi des colzas, des céréales d'hiver, une année en orge de printemps, j'y reviendrai juste après. Et puis, on a un petit peu plus de variation dans les têtes de rotation. On a effectivement un peu de colza, mais on a aussi une betterave. Et on a aussi, pour terminer l'expérimentation, 2 années de luzerne.
Ça nous permet d'avoir une vision assez large sur les différentes cultures du périmètre. Euh, Petite précision par rapport à l'orge de printemps, vous voyez en 2012, en fait, cette année-là était implanté à l'automne 2011 un blé qui a gelé. Et donc, on a remplacé la culture de blé par de l'orge de printemps, tout simplement. Par contre, la petite précision qu'on peut donner, c'est que dans l'essai, on aurait pu conserver le blé là où on avait fait des apports d'engrais, ce qui n'était absolument pas possible là où il n'y avait pas d'apport d'engrais. Diapo suivante. Donc, le principe de présentation est un peu similaire à celui de Mézières, sauf que là, vous le voyez, on a dissocié l'effet de l'apport de P, de l'apport de K et de la somme des deux. Sur céréales, là j'ai associé toutes les céréales. On a des forts gains de rendement. Bon, les céréales sont quand même plutôt identifiées pour comme tout à l'heure, hein, pour des cultures plutôt pas très exigeantes, mais on a des gains de rendement qui sont quand même relativement forts, relativement conséquents, hein, jusqu'à 20 quintaux, avec un fort poids du phosphore. La potasse, le poids est relativement limité. On a ça également en colza, avec un fort poids du phosphore. Bon, la somme des deux éléments ressort un peu au-dessus, mais c'est surtout un poids du phosphore significatif sur ces deux cultures-là. Diapo suivante. Alors, la diapo suivante, c'est une photo qu'on a prise en drone hein, en 2017 sur Orge d'hiver, qui vous permet de visualiser l'effet sur la biomasse et le potentiel des conduites de fertilisation, hein. On a un témoin sur la gauche, on a de la potasse solo en bas à droite, et puis en zone intermédiaire, du phosphore dans un bloc, là, et puis la somme des deux éléments dans la partie droite. Diapo suivante. Alors, sur les deux cultures, qu'il nous reste à voir, tête de rotation, luzerne et betterave, on a eu des résultats qui nous ont un petit peu surpris, en particulier pour la luzerne. Bon, on a un effet de la fertilisation, hein, mais le poids de la potasse solo est très limité, ce qui nous a un petit peu surpris, puisque la luzerne exporte quand même beaucoup. Donc voilà, on a été un petit peu surpris par ça. On a un poids non négligeable du phosphore. Par contre, l'association des deux éléments, P plus K, apporte un effet quand même particulièrement bénéfique. On a aussi ça en betterave, avec un poids aussi en betterave, plus marqué sur vous voyez le gain de rendement, on est à 35 tonnes de gain de rendement avec un phosphore solo et presque 45 avec la somme des deux. Mais le poids de la potasse solo, bon, n'est pas négligeable, hein, c'est pas ce que je veux dire aussi, hein, mais il est quand même plus faible que celui du phosphore. Diapo suivante. Voilà. Donc pour les teneurs, alors on a, bon, je ne les ai pas mis pour toutes les modalités, hein, mais on a pour les conduites témoins bah, une baisse dans le temps des teneurs, bon, ça c'est logique. Et puis quand on est, je vous rappelle qu'on est sur ce site-là, sur les conseils de l'analyse, ce sont quand même pas des conseils faibles, hein, j'y reviendrai après. Bah, on a une évolution au départ, hein, on évolue à la hausse, et puis après on a une stabilité malgré des apports assez conséquents, autour de 30 ppm Olsen. Donc on fait évoluer la teneur par rapport à la situation initiale, mais on ne la fait pas évoluer dans des proportions trop phénoménales non plus. En potasse, on a une stabilité avec des apports, en bas à droite là. Et on a en 2019, la dernière année d'expérimentation, hein, où on a eu 2018-2019, les deux années de luzerne, là une évolution à la hausse des teneurs en potasse qui sont liées en fait bah, à la moindre réponse de la luzerne à la potasse et puis au fait aussi que on a eu des rendements quand même en luzerne, en particulier la première année, l'année d'installation de la culture, qui n'était quand même pas exceptionnel, hein. C'est quand même relativement délicat. Voilà. Diapo suivante. Alors, les analyses économiques montrent un fort effet phosphore, avec là, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, mais on était en gain net à 120 euros par hectare et par an sur le site de Mézières. Là, on est au double. Alors, on est sur des teneurs en phosphore beaucoup plus basses, hein, en potasse aussi. Mais la somme des deux éléments
P plus K, même s'il y a un fort poids du phosphore, arrive au même niveau en termes de résultats économiques. Diapo suivante. Alors, pour le site de Seuil, je vous ai remis quand même pour les différentes cultures qui se sont succédées, la quantité moyenne de P2O5 apportée en moyenne sur les 9 années, hein. Donc, vous voyez, on est quand même à 117, enfin, presque 120 unités de P2O5, donc c'est quand même pas négligeable. Et on a comparé sur les 9 années une conduite P plus K et une conduite demi-dose de P plus K. Parce que bon, voilà, on voulait quand même aussi ne pas se cantonner simplement au conseil de l'analyse, mais voir si on pouvait faire avec moitié moins. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un certain nombre de cultures. Alors, c'est exprimé en pourcentage, hein, en gain de rendement par rapport au témoin en pourcentage, parce qu'on mélange, un peu comme tout à l'heure dans la présentation, là, des quintaux, des tonnes. Donc voilà, c'est exprimé en pourcentage. Il y a un certain nombre de cultures entre le conseil de l'analyse et la demi-dose, on n'est pas très différents. Par contre, en betterave, orge d'hiver, et première année de luzerne surtout, un peu moins sur la deuxième année, on a quand même des écarts assez sensibles. Alors, je vous ai pas mis là d'analyse économique, mais l'analyse économique est faite, hein. Avec la demi-dose de P, on est un peu en retrait en gain net de 50 euros par hectare et par an. Bon, c'est pas énorme, mais c'est quand même 50 euros par hectare et par an. Voilà, diapo suivante pour terminer. Alors, quelques mots un peu évidents, mais qui reprennent un peu ce que j'ai dit là. On a, dans ce que je vous ai montré, un fort impact de la fertilisation phosphatée en craie. Alors évidemment, ça, ce sont des essais, mais on a ce phénomène-là aussi en culture, de plus en plus. C'est quelque chose qu'on avait moins par le passé, en particulier en craie, et on a ça de plus en plus fréquemment, alors, surtout dans les argilo-calcaires, et aussi en terre de craie, donc avec une fertilité insuffisante. On a des agriculteurs aujourd'hui qui même sur nos périmètres d'action, mettre de moins en moins d'engrais et donc ça se traduit assez régulièrement par des baisses de production et donc de marge, quoi. Et on essaie aussi de communiquer sur ce dossier-là en ayant un raisonnement basé sur l'investissement et pas obligatoirement sur les charges, même si ça pèse dans les charges opérationnelles, hein. On affiche un niveau de prix qui est conséquent, mais on parle plutôt de retour sur investissement et en prenant les essais que je viens de vous présenter là, en faisant le calcul, quand on a investi 100 euros en engrais, on a un retour sur investissement de 150 euros. Donc voilà, ça paraît intéressant aussi de l'évoquer comme ça. En tout cas, ce qu'on recommande à nos agriculteurs, c'est évidemment, un peu comme partout, mais encore plus là, bah, de faire de plus en plus d'analyses. Ils sont faits quand même, mais pas suffisamment. Pas suffisamment, on pourrait en faire beaucoup plus. Alors dans les petits points d'amélioration, mais ça s'est solutionné au printemps, euh, dans la méthode comifère, on avait des seuils en P2O5 Olsen qui sont quand même assez élevés, qui envoyaient quasiment jamais vers des impasses en P2O5 Olsen, alors en phosphore, pardon, alors qu'en fait on peut, hein, quand on a des teneurs quand même élevées, on a malgré tout de la marge de manœuvre. Donc ça c'est corrigé, donc il n'y a pas de souci. Et pour terminer, donc bah, les meilleures ganettes, on les a plutôt avec une fertilisation classique. Alors classique par rapport à ce qu'on pourrait par exemple entendre sur le terrain de temps en temps, avec des promesses annoncées avec un certain nombre de produits qui ne se trouvent pas confirmés, soit dans ce qu'on a pu tester, soit dans ce qu'on a pu échanger avec les agriculteurs, dans ce qu'ils ont pu mettre en place. Euh, on privilégie en phosphore des choses évidentes, mais les apports au plus près de l'installation de la culture. C'est ce qu'on d'ailleurs fait dans les essais, chaque année au plus près de l'installation de la culture. Et c'est surtout vrai quand les teneurs du sol sont faibles. La localisation, elle se pratique de plus en plus. Il faut juste être vigilant au niveau des doses apportées. On a effectivement certains agriculteurs, et on le voit dans les essais, on a des suivis, qui, parce qu'ils localisent, considèrent qu'ils peuvent mettre vraiment peu, quoi. Donc on peut mettre effectivement moins, mais peu, c'est très peu, quoi, hein. Et puis là, je vous ai surtout parlé des résultats d'essai où on s'appuie sur des engrais minéraux, hein, c'est-à-dire on est en superphosphate, on est en chlorure de potasse. On a, depuis l'année dernière, débuté une expérimentation qu'on va inscrire dans la durée sur une notation type CRE, où on va mesurer l'effet des organiques comparé à différents minéraux.
Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour vos questions. Merci également.